avec Lorraine. Bonjour à tous. Donc j'ai l'honneur de présider cette séance sur les enquêtes sur les populations particulières, pardon. Et on va avoir 3 présentations de 15 minutes. Et donc je vous laisse tout de suite écouter la présentation de l'enquête santé de la PJJ. Bonjour à tous, bienvenue dans cette session. Vous êtes un petit peu moins nombreux que tout à l'heure en 106. Bon, enfin, on va faire avec. Enquête sur la santé des jeunes suivis par la PJJ, qui est une enquête qu'on a produite pour le ministère de la Justice. Lorraine Contigny, Pierrine Ali. Lorraine est maintenant à l'OFDT, Pierrine est maintenant à la MSA. C'est une enquête qui a été produite par l'ORS Île-de-France. Catherine Ambersin est ici. Catherine est toujours à l'ORS Île-de-France. Et puis par nous, Verian, Claire Darrigade, qui est maintenant à l'INED, et moi-même. Voilà, donc 3 parties dans cette présentation. D'abord, on va vous présenter les principaux résultats, ensuite les embûches qui sont évoquées dans le titre de la présentation, et puis après, un certain nombre d'idées, de suggestions, de recommandations pour une éventuelle prochaine vague de l'enquête. Je laisse la parole à Catherine. Merci Yves. Alors juste pour vous dire assez rapidement que en fait c'était une enquête qui était nécessaire et attendue et les résultats qu'on a observés sont très cohérents. Donc la protection judiciaire de la jeunesse est engagée dans une démarche de PJJ promotrice de santé depuis 2013 visant à intégrer la santé comme levier éducatif et d'insertion pour les jeunes, mais elle fait face à un manque de données récentes puisque la dernière grande enquête nationale avait été réalisée par l'INSERM en 2004. Les résultats sont précieux, cohérents, notamment sur le profil des jeunes suivis, leur état de santé et les déterminants de santé. Par exemple, sur le profil, on voit qu'ils sont souvent dans des situations scolaires et familiales dégradées. 6 sur 10 sont sortis du système scolaire, 4 sur 10 sans activité ou au chômage, 4 sur 10 en famille monoparentale. Un peu plus de 10% ont connu un suivi par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, et 16% ont un de leurs parents qui a été en prison. Leur santé est globalement fragilisée par rapport à la population générale, avec une perception de la santé, des maladies chroniques et des handicaps beaucoup plus fréquents. Un pourcentage important de jeunes qui ont fait une tentative de suicide, et les filles encore plus, 26% d'entre elles. Et puis par ailleurs, certains de leurs comportements sont délétères, comme par exemple la fréquence des repas sautés pour 8 sur 10, des difficultés de sommeil fréquentes, un tabagisme quotidien pour 38% des jeunes, un cannabis régulier pour 2 sur 10, des violences agies ou subies déclarées par plus de la moitié des jeunes et des violences sexuelles aussi déclarées par 6 filles sur 10 avec un usage assez faible des moyens de contraception et de protection. Leur recours aux soins est caractérisé par un recours important aux urgences, mais 21% ont renoncé à des soins, surtout pour des raisons financières. Cette étude a permis de faire des recommandations d'action pour améliorer leur santé. Alors l'importance de renforcer la collaboration qui existe déjà, mais à continuer entre les acteurs des différents secteurs, donc acteurs de la PJJ, les professionnels de santé, de l'éducation nationale, les familles et puis les jeunes eux-mêmes. L'importance aussi de cibler les jeunes les plus défavorisés parmi cette population. En particulier, on a vu que les filles, les jeunes majeurs et les jeunes déscolarisés avaient des indicateurs de santé et de déterminants beaucoup plus défavorables. L'importance aussi d'utiliser les données pour adapter les interventions et développer des nouveaux partenariats et des nouveaux financements. Enfin, il serait important de comprendre pourquoi les jeunes ont moins recours aux structures dédiées aux jeunes et pour la PJJ améliorer la qualité du dossier numérique pour en remonter des statistiques nationales en continu. Et je repasse la parole à Yves. Merci. Donc, on le voit, l'enquête était attendue, les résultats sont précieux, cohérents, actionnables, mais pour autant, on aurait pu faire mieux. D'abord, vous voyez cette timeline qui va de 2020 à 2025. Septembre 2020, attribution du marché. Octobre 2025, publication des résultats. C'est beaucoup de temps. Ce qui s'est passé pendant 5 ans, c'est d'abord une refonte complète de la méthodologie de l'enquête parce qu'il y a eu des arbitrages juridiques, il y a eu des difficultés par rapport au RGPD qui faisaient qu'on n'avait plus accès aux données personnelles des jeunes qu'on devait interrogé et qu'on a dû déléguer une grande partie amont de l'étude, en particulier le recrutement des jeunes, aux professionnels dans les unités qui avaient été sélectionnées. Les professionnels dans les unités, ils subissent de plein fouet un turnover important, un manque de moyens, la mise en place
du Code de justice pénale des mineurs. Donc au final, le résultat, vous le voyez ici, 5257 jeunes qui sont identifiés dans les 75 unités qu'on avait sélectionnées, pour 621 questionnaires complets, un petit peu plus de questionnaires incomplets, mais il y a eu des interruptions en cours. Ça fait 12%, c'est pas beaucoup, c'est pas assez. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est Lorraine qui va nous le dire. Du coup, comme l'a dit Yves, il y a plusieurs étapes clés du projet, du protocole qui ont dû être déléguées aux professionnels en raison des contraintes réglementaires auxquelles on s'est confronté. Donc, plusieurs de ces étapes clés. La première, c'est l'envoi des courriers d'information aux représentants légaux et la gestion des refus, qui a été entièrement gérée par les unités. Et ça a posé plusieurs difficultés très concrètes. Premièrement, le principe d'accord passif qu'on avait réussi à obtenir auprès de la CNIL, c'est-à-dire que uniquement les parents qui s'opposaient à la participation de leur enfant devaient renvoyer le formulaire. Ça a été très diversement compris et appliqué par les professionnels, avec certains qui ont appelé directement toutes les familles pour expliquer l'étude, d'autres qui ont appelé aussi les familles des jeunes majeurs alors que c'était pas nécessaire, ou encore d'autres professionnels qui ont envoyé uniquement le courrier aux jeunes qui avaient déjà accepté de participer à l'enquête. Donc cette gestion très disparate de cette étape, elle a eu plusieurs conséquences. Donc déjà une hétérogénéité des pratiques en fonction des unités, donc selon leur taille, les moyens et la motivation des équipes. L'envoi des courriers, il a été plus ou moins systématique, parfois sélectif, ce qui a pu biaiser notre échantillon final. Ça a aussi constitué une charge de travail très importante pour les unités, notamment celles qui suivaient beaucoup de jeunes. Et donc, ça a pu conduire à des stratégies de contournement ou à des retards dans cette étape du protocole. Et troisième point, ça a induit un grand manque de traçabilité, c'est-à-dire que nous, à notre niveau, on n'avait aucun moyen de savoir combien de courriers avaient été envoyés et notamment combien de refus parentaux avaient été reçus au sein des unités. Donc cette étape, elle était indispensable au regard du RGPD, mais ça a pu freiner la mobilisation et introduire des biais dans la constitution de la population cible. Le deuxième point, deuxième grande étape qui a été déléguée, c'est le recrutement des participants par les professionnels. Comme nous et l'équipe projet en charge du suivi du terrain ne pouvaient pas avoir accès aux coordonnées, on avait besoin de l'adhésion des professionnels, donc des éducateurs qui sont en charge du suivi des jeunes, pour les recruter et pour la bonne réussite de l'enquête. Et bien qu'on ait déployé des trésors de communication pour pouvoir présenter l'étude au plus proche du terrain, les implications, elles ont été très variables pour plusieurs raisons. Yves l'a rappelé, on était dans un contexte spécifique où il y avait un nouveau code de la justice des mineurs qui a impacté l'organisation au sein des unités, des difficultés RH parfois qui traînaient depuis des années au sein des équipes, ce qui a largement complexifié la coordination et la mise en place de l'enquête. On avait également peu de leviers pour mobiliser les professionnels sur l'étude et elle a parfois été considérée comme une contrainte supplémentaire sans moyens dédiés pour la réaliser. Et à un niveau un petit peu plus individuel, il y a la question du contenu du questionnaire qui a été soulevée aussi, avec des éducateurs qui voulaient avoir accès au questionnaire en amont pour pouvoir préparer le jeune. Et le fait que nous, on refuse de donner cet accès au questionnaire pour des questions méthodologiques, ça a parfois pu être un sujet de crispation et générer des refus de participer de la part des professionnels. Et enfin, troisième point qui a été délégué, c'est la détermination de l'éligibilité des jeunes par les professionnels. Et ça aussi, ça a été une source de difficulté parce que ces professionnels ont appliqué des critères d'éligibilité très restrictifs qui allaient au-delà des critères que nous, on avait sélectionnés pour cette étude. Et on a observé plusieurs phénomènes, donc phénomènes de surprotection, ou d'exclusion, c'est-à-dire que certains jeunes ont été exclus des listes éligibles ou non convoqués pour des raisons qui n'étaient pas prévues au protocole, soit pour des raisons de fragilité psychologique réelle ou perçue, un lien éducatif qui était jugé trop récent, la barrière de la langue, etc. Parfois sans justification très claire. Donc avec à nouveau des variabilités, des pratiques importantes au sein des unités, avec des proportions de jeunes qui étaient jugés éligibles, qui a fortement varié, indépendamment de la taille ou du type de structure. Et voilà, donc cette sélection par les professionnels en amont de l'arrivée des enquêteurs sur le terrain, ça a réduit le nombre de jeunes qui pouvaient potentiellement être recrutés et ça a introduit un biais dans la représentativité de notre échantillon final. Donc tous ces éléments qu'on a dû déléguer aux professionnels, on l'a vu au moment du pilote, mais malheureusement c'était pas possible de le changer. Ça a fortement pesé sur la réussite de la collecte et ça explique en partie le faible taux de réponse qu'on a pu avoir dans cette étude.
Et maintenant, je vais vous présenter les différentes étapes d'attrition pendant la collecte. Donc, la première grande étape, c'est ce que Lorraine vient de vous présenter. Ça a eu lieu au moment de l'élaboration de la liste des jeunes éligibles, où on est passé de 4% de jeunes estimés inéligibles à 20% de jeunes estimés inéligibles sur le terrain. La deuxième grande étape d'attrition, c'est au moment où on a dû synchroniser la présence des enquêteurs dans les structures avec la présence des jeunes dans les structures. Donc, on a élaboré des plannings de vacation avec les professionnels pour faire venir les enquêteurs sur les jours où il y avait l'affluence estimée des jeunes dans les structures était la plus importante. Et tous les matins, les enquêteurs devaient noter le nombre de jeunes qui devaient se présenter dans la structure le jour même, que ce soit pour leur rendez-vous pour leur suivi pédagogique ou bien pour un rendez-vous spécialement dédié à l'enquête. Et c'est ce qu'on a appelé ici les convocations. Donc, au total, il y a un peu plus de 50% des jeunes éligibles qui ont pu être convoqués dans les structures. Et ça s'explique par plein de choses, mais principalement par le fait qu'il y a eu un gros effet d'essoufflement, parce qu'on a dû rester très longtemps dans les unités. Dans les grandes unités, on est resté parfois 2 mois. Et donc, les professionnels nous disaient à la fin, voilà, on a fait tout ce qu'on a pu et on n'arrivera pas à faire plus. La troisième grande étape d'attrition, c'est au moment de la présence réelle des jeunes dans les unités. Donc, donc là, le pourcentage n'est pas tout à fait le même, mais on a 57% des jeunes qui ont été convoqués, qui se sont présentés vraiment dans les unités. Et donc ça, c'est typiquement lié à la cible qui, on le savait dès le début, est très volatile et ne se rend pas à ses rendez-vous pédagogiques, se rend très rarement dans les structures. Et donc, c'est un public très volatile et très difficile à voir, et on s'y attendait un petit peu. Et la dernière étape d'attrition, c'est au moment de la participation à l'enquête. Donc, quand un jeune vient dans l'unité, on a 1 jeune sur 2 qui répondait à l'enquête. Donc, on voit qu'on a tout au long de l'étape de la chaîne de collecte, des grosses attritions qui dépendent quand même des types de structures. Les grosses unités de milieu ouvert qui suivent beaucoup de jeunes cumulent toutes les difficultés, et les petites unités de placement, comme les jeunes sont présents, ont été beaucoup plus facilement enquêtables. Donc, on s'est posé les questions sur des pistes d'amélioration possibles. La première, c'est sur l'échantillonnage. On a tiré aléatoirement 75 unités. On se questionne sur le fait que l'adhésion des professionnels dans la structure est absolument essentielle pour pouvoir atteindre les jeunes. Et donc, pourquoi ne pas réaliser l'enquête uniquement dans des unités volontaires, tout en s'assurant d'une diversité de types d'unités. Le deuxième point, ce serait de peut-être revoir le lieu de l'enquête. Être sur place, ça a été très compliqué pour nous et pour les professionnels. Donc, une piste, ça serait de peut-être coupler la passation du questionnaire avec des journées d'activités éducatives où les jeunes sont souvent assez présents. Donc, ça génère des fortes contraintes de calendrier. Mais en revanche, ça nous permettrait d'éviter de passer par les éducateurs pour recruter les jeunes, ce qui introduit quand même un très gros biais dans notre échantillon. On s'est questionné sur les incentives. Là, en l'occurrence, la Incentive les jeunes, c'était en conflit avec le fait que l'enquête soit portée par la DPJJ, donc on n'a pas pu le faire. Mais on se questionnait sur le fait de peut-être dédommager le service plutôt que les jeunes pour le travail qu'ils réalisent et pour le recrutement des jeunes. Et le dernier point, c'était la gestion des courriers d'information dont Lorraine a beaucoup parlé, mais qui doit être absolument centralisée et externalisée parce qu'il y a eu beaucoup trop de disparités dans la réalisation de ces tâches. Et je vais laisser Pierrine conclure. Merci Claire. Donc comme on vous l'a dit, les freins... Alors oui, c'est bien ma slide. Les freins qu'on a rencontrés, en fait, ils se situent largement en amont du terrain d'enquête. Donc parmi les plus importants freins, je vais vous en citer 3. Donc le premier, c'est le barrage des éducs, mais je pourrais dire de l'institution. Je suis plus au ministère, donc je peux en parler. Qui fait que, bon, effectivement, dans un milieu en fait médico-social où on a des professionnels qui ont à charge vraiment de la sécurité de publics vulnérables, on peut avoir une posture de surprotection, où en fait on a une limitation finalement de la participation des personnes à ce type d'action, comme l'enquête qu'on vous présente. Donc ça, c'est quand même un gros biais. Le deuxième, c'est que en fait la PJJ, c'est un secteur en tension. Donc on a des grosses difficultés RH, un turnover hyper important, des édus qui étaient présents au début qui ne le sont plus au milieu du terrain, et des différences aussi un peu de portage et de positionnement hiérarchique un peu disparates en fonction des établissements et des directions interrégionales sur le terrain de l'enquête. Le troisième frein, c'est que en fait, ça représentait une énorme charge
organisationnel pour les professionnels des établissements d'accueillir des enquêteurs dans leurs établissements, et ça, on l'avait peut-être pas estimé, et ça a vraiment compliqué le déploiement de l'enquête. Donc pour conclure, la recommandation qu'on peut se faire aussi à nous-mêmes sur ce type de terrain avec ce type de public, c'est qu'il faut vraiment essayer d'impliquer tous les acteurs concernés, donc que ce soit les professionnels de la PJJ, mais aussi les jeunes, dès l'élaboration de la méthodologie d'enquête. Donc vraiment, c'est une nécessité pour essayer d'avoir un terrain un peu satisfaisant, mais aussi pour essayer de renforcer cette démarche de démocratie sanitaire. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci pour ce respect parfait du timing. Maintenant, on va accueillir Marine Nouchi et Marie Ray pour un retour d'expérience sur l'enquête autonomie de la DRES. Bonjour à tous, donc nous sommes Marine Nouchi et moi-même Marie Ray, nous représentons Ipsos et la DRES et nos collègues pour vous parler pour vous faire un retour d'expérience sur l'enquête autonomie de la DRES et sur la façon qu'on a choisi pour enquêter des populations fragiles. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que ces enquêtes autonomie ? Ce sont des enquêtes qui sont régulièrement organisées par la statistique publique sur le handicap et la perte d'autonomie. Donc il y a 3 grands objectifs. Le premier, c'est de mesurer les situations de handicap ou de perte d'autonomie. Le deuxième, c'est de décrire les conditions de vie des personnes, qu'elles soient handicapées, qu'elles soient en perte d'autonomie ou pas, et ceci quel que soit leur lieu de vie. Et puis le troisième, ça va être de décrire les conditions de vie des aidants de l'entourage de ces personnes. En pratique, comment la DRES est organisée ? Elle a travaillé avec Ipsos, mais avant, elle a travaillé avec l'INSEE. On a collecté les enquêtes par lieu de vie. En 2021 et 2022, l'INSEE a réalisé l'enquête en logement ordinaire. Et puis à partir de 2023, on a travaillé avec Ipsos pour les 3 derniers volets. Donc on a été, parce que si on fait une enquête sur les personnes handicapées ou les personnes en perte d'autonomie et qu'on va pas dans les EHPAD et dans les établissements pour personnes handicapées, on a perdu, donc on y a été. Et puis ensuite en 2024 et en 2025, on a été dans 2 types d'établissements un peu spécifiques, les établissements d'hébergement de la protection de l'enfance et les prisons, parce que on sait de sources administratives ou d'enquête que dans ces établissements, il y a plus souvent des situations de handicap ou de perte d'autonomie pour les prisons. Donc sur le dispositif hors logement ordinaire, on a produit 3 volets successivement. D'abord donc autonomie établissement, qui était un terrain réalisé dans les établissements d'hébergement pour personnes handicapées ou âgées en perte d'autonomie. On avait comme type d'établissement des établissements pour adultes handicapés, pour enfants handicapés, pour personnes âgées dépendantes ou encore dans des établissements de santé. On est également allé pour le volet autonomie enfance dans des établissements d'hébergement de la protection de l'enfance avec des centres de placement familial socio-éducatif, des lieux de vie ou encore des villages d'enfants. Et enfin, nos enquêteurs se sont déplacés dans les établissements pénitentiaires, dans des centres de détention, mais également dans des centres pénitentiaires, maisons d'arrêt, maisons centrales, des structures d'accompagnement vers la sortie et donc les maisons d'arrêt. Là, ici, je vais me focaliser sur l'échantillonnage qui a été utilisé sur le volet établissement. Pour le volet enfance et le volet prison, ça a été détaillé dans l'article. Mais sur le volet établissement, la difficulté qu'on avait, c'est qu'on ne pouvait pas faire de tirage direct des individus qui devaient être interrogés. Donc, on a dû faire ce tirage en 2 étapes. Donc, dans la première étape, qui est le niveau 1 d'interrogation, on a fait un tirage de 2000 établissements et nos enquêteurs se sont déplacés dans chaque de ces établissements pour interroger le responsable de ces établissements. Ces responsables devaient établir la liste de tous les individus qui résident dans leur établissement et à l'issue de l'interrogation du responsable, on avait 6 individus qui étaient tirés au sort pour participer à l'enquête. Nos enquêteurs retournaient sur place pour interroger chacun de ces individus.
Et dans les questionnaires individus, il y avait une série de questions qui permettaient de déterminer qui étaient les aidants de ces individus, et on interrogeait ensuite les 10 premiers aidants qui avaient été décrits par les individus. Donc on se retrouvait avec une base, un échantillon pour les individus, puis ensuite un échantillon pour les aidants à interroger. Donc, sur des enquêtes en établissement, donc ce que disait Marine, c'est qu'on a eu des enjeux un peu spécifiques avec un tirage échantillon un peu particulier, mais aussi on avait des enjeux spécifiques de mise en accessibilité pour maximiser le taux de participation à l'enquête, en favorisant la participation des personnes enquêtées dès que c'était possible. Sachant que les personnes qu'on voulait interviewer, ce sont des personnes qui sont vulnérables, qui sont en situation de handicap, en perte d'autonomie, en détention. Elles peuvent avoir des contraintes très spécifiques. Elles ont par exemple, une bonne partie est très facilement fatigable, enfin se fatigue très vite. Une autre partie peut avoir des problèmes de concentration importants qui les empêchent de répondre à un questionnaire qui est parfois long. Et puis il y avait des contraintes liées aux différents lieux. On rentre pas dans la même façon dans un logement ordinaire, dans un EHPAD ou, a fortiori, dans une prison. On a du coup adapté nos protocoles et notre dispositif en suivant 3 axes. Le premier, ça a été les protocoles, le deuxième, le questionnaire, et le troisième, le matériel. Sur le protocole, par rapport à d'autres enquêtes, à part les prisons, je reviendrai dessus après, on a autorisé les proxys, donc les tierces personnes qui connaissent suffisamment bien la personne à enquêter et qui peuvent répondre pour elle. Dès la partie établissement de l'enquête, donc dès que l'enquêteur était dans l'établissement, il cherchait à identifier si la personne qui avait été tirée au sort était en capacité de répondre totalement ou partiellement à l'enquête. Et si elle ne pouvait pas répondre en totalité, alors on identifiait un proxy qui pourrait aider à répondre à la personne. Et ensuite, on s'est arrangé pour que si la personne pouvait répondre de façon partielle, mais pas en totalité, alors elle serait là uniquement sur les parties les plus importantes, où c'était important qu'elle se concentre sur nos questions, notamment pour décrire ses conditions de vie, et décrire aussi sa description de la vie quotidienne et recueillir son avis. En détention, on n'a pas pu mettre en place ce système de proxy parce que c'était déjà, les contraintes du monde carcéral sont déjà suffisamment importantes pour réussir à réunir 2 personnes à un même endroit. Donc une troisième, c'était vraiment très compliqué. Mais par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a traduit le questionnaire en 3 langues, en anglais, en arabe et en espagnol, pour pouvoir permettre aux personnes allophones de répondre en autonomie. Ensuite, on a adapté les questionnaires. Alors, on avait des gros enjeux sur ce questionnaire, puisqu'il nous fallait des questions qui soient les plus proches possibles de la précédente enquête qui datait de 2008, mais il fallait aussi qu'elles soient compréhensibles par le plus grand nombre pour être accessibles à toutes les personnes. On a cherché à simplifier les questions dès que c'était possible, mais parfois, c'était important pour garder la comparaison avec 2008, de garder les formulations initiales. Et dans ce cas-là, on a essayé de proposer en deuxième intention une reformulation via les consignes enquêteurs. Ce qui fait que par rapport à un monde classique pour les enquêteurs où on leur dit « vous lisez la question, uniquement la question, vous ne reformulez pas », là on leur permettait de reformuler, mais c'était une reformulation qui était maîtrisée par la maîtrise d'ouvrage. Ensuite, on s'est adapté au lieu de vie, puisque dans le questionnaire, il y a des questions qui passent mal selon les lieux. Par exemple, avez-vous des difficultés à sortir? Bon, pour les personnes en détention, c'est assez moyen. Voilà. Et puis, l'ordre de passation des questions a été aussi revu, notamment, par exemple, en protection de l'enfance. On commençait, d'habitude, pour toutes les autres enquêtes, on commençait par décrire l'environnement familial, pour mettre un peu en confiance, avoir aussi une idée des aidants potentiels de la personne. Mais en protection de l'enfance, par définition, ils sont plus en contact avec leur famille. Et donc, on aurait commencé directement par des questions très difficiles. Et du coup, on a commencé par d'autres parties pour qu'une fois qu'ils étaient en confiance, ils acceptent de nous parler de leurs parents. Au niveau de l'adaptation du matériel, on avait mis en place des affiches qui étaient différentes en fonction des volets. Et notamment, donc là, on a 3 affiches pour la première, donc établissement, la seconde, enfance, et la dernière, prison. Elles étaient adaptées à la cible. On voit pour enfance, par exemple, qu'on avait utilisé, qu'avait été fait un design plus adapté aux jeunes enfants.
Pour les dépliants, il a été utilisé uniquement sur autonomie prison et il a été traduit donc dans les 3 langues étrangères qui étaient prévues sur l'enquête, en arabe, espagnol et anglais. La première façon d'être accessible pour les personnes enquêtées, c'est la lettre avis. Alors, et c'est ça qui va faire qu'elles vont répondre ou pas en grande partie. Le modèle que vous voyez à l'écran, c'est qui n'a pas l'intention d'être, j'ai pas la prétention qu'elle soit lisible ce soir. C'est la lettre avis telle que validée par le comité du label, avec les standards classiques de la statistique publique, c'est-à-dire que vous avez en haut les logos, au milieu la partie texte qui explique pourquoi on a été tiré au sort, de quoi on va nous parler. La partie encadrée qui est le cartouche dans le jargon avec toutes les références juridiques qui permet aux personnes d'exercer leurs droits. Et puis sur la deuxième page, on a, là c'était pour l'enquête vie quotidienne et santé, donc comment se connecter sur la plateforme internet. Je précise, c'est une charte qui a été acceptée en 2021. Il y a toujours des adaptations, donc vous pouvez aller sur le site du comité du label si vous avez besoin de faire des lettres avis. Pour des personnes qui ont des troubles cognitifs, qui sont âgés avec des dégénérescences moléculaires liées à l'âge, etc. Ça, c'est pas lisible, c'est pas compréhensible. Du coup, on a fait un gros travail de reformulation pour essayer d'atteindre nos cibles. Il peut y avoir des enfants, d'ailleurs, en protection de l'enfance, on les interviewait à partir de 5 ans. Et donc, alors là, c'est pareil, j'ai pas la prétention que ce soit lisible ce soir, mais vous pouvez aller sur le site de l'adresse, elles sont maintenant à disposition. On a traduit les lettres dans quelque chose qu'on a appelé le français simplifié, et qui est du français à la mode du facile à lire et à comprendre, qui est une façon d'écrire qui est adaptée pour les personnes avec des difficultés intellectuelles, des troubles cognitifs particulièrement forts. Le principe, c'est qu'on met des pictos sur la gauche, et ensuite on écrit gros. Ça, c'est important. Enfin, on écrit avec une police qui est lisible. Par exemple, Arial, les pattes de mouche, c'est pas possible. Enfin, les petites biscuits de taille New Roman, par exemple, ça se fait. Ça, on ne peut pas l'utiliser. Et après, c'est des phrases qui sont courtes. Sujet, verbe, complément, point. On va à la ligne. On change d'idée. On va à la ligne. Enfin, c'est vraiment. Voilà. Donc, on a fait un gros effort de traduction. On a notamment traduit le cartouche RGPD. C'est les 2 dernières pages. Donc, si vous avez, moi, personnellement, j'ai toujours eu du mal à comprendre toutes les phrases, donc là, maintenant, ça y est, je la comprends. Voilà. Les lettres avis, ça a été aussi un gros travail de contact. Donc, il y a eu une quinzaine de modèles de lettres avis pour le volet établissement, notamment, puisqu'il a fallu écrire aux établissements, aux agences régionales de santé pour pouvoir les prévenir que l'enquête avait lieu et que si les établissements étaient un peu en stress, elles puissent les contacter et que l'ARS puisse leur dire « bah oui, répondez à l'enquête, c'est une vraie enquête ». Il fallait pouvoir écrire aux personnes, donc il y avait plusieurs modèles possibles, mais aussi aux tuteurs ou aux parents lorsque les personnes étaient en mesure de tutelle ou étaient mineures, les aidants, etc. Donc il y a eu vraiment un matériel très important pour ces enquêtes. Et enfin, il y a eu toute la préparation des enquêteurs. Donc, on les a d'abord formés à entrer dans des lieux inhabituels. Effectivement, ils n'ont pas vraiment l'habitude de rentrer dans les EHPAD, dans les établissements d'hébergement pour personnes handicapées, et encore moins dans les prisons. Donc, il y a tout un focus qui a été fait sur chacun de ces lieux d'interrogation dans lesquels ils allaient intervenir, et notamment dans les prisons. On leur a aussi autorisé de la souplesse qui est vraiment inhabituelle. En général, on leur fixe des protocoles assez carrés auxquels ils doivent absolument se tenir. Là, ici, la reformulation était possible. On pouvait chercher un proxy, on pouvait faire des pauses dans le questionnaire, reprendre plus tard, aller chercher le proxy pour pouvoir interroger et finir un questionnaire. Et il y avait aussi tout l'accompagnement possible par un psychologue tout au long des 3 volets, mais sur le volet prison, on avait fait en sorte que le psychologue soit joignable assez régulièrement par les enquêteurs pour qu'ils puissent appeler dès qu'ils en avaient besoin, lorsqu'ils sortaient de prison et s'ils avaient eu un discours peut-être un peu traumatisant, on va dire, suite à leur intervention. Alors, ce qui est ressorti de cette intervention de psychologue, c'est que le numéro n'a pas été utilisé par les enquêteurs, mais que par contre, ils ont été rassurés de savoir qu'il était mis en place. Donc, juste le fait de savoir qu'il y avait une présence possible, ça les a rassurés.
Donc, et au final, donc l'objectif de répondants a été atteint, parfois même dépassé. Donc, pour le volet autonomie établissement, on avait un objectif de 1800 établissements interrogés et on en a interrogé 1770. Sur individus, on a interrogé 8277 personnes et 5590 aidants. Sur aidants, on est en deçà de ce qu'on souhaitait, mais ça a été assez compliqué de récupérer leurs coordonnées pour les contacter. Sur enfance, on a interrogé 1090 enfants et jeunes adultes sur les 1000 attendus. Et sur prison, on a réussi à interroger 1155 personnes détenues sur les 1200 attendus. Tout ça pour dire que sur les enquêtes en établissement, donc, grâce à ces protocoles, on a eu des enquêteurs très impliqués, un bon retour de leur expérience terrain, donc on est rassurés parce qu'on les a pas traumatisés à vie. Et puis on a de belles enquêtes qui ont été réussies et que mes anciens collègues de l'adresse vont pouvoir exploiter pendant plusieurs années. Je vous remercie. Merci beaucoup. Maintenant, on reçoit Julien Nicolas pour nous parler du tirage de l'enquête sans domicile 2025. Oui, merci Géraldine. Donc effectivement, je vais vous faire un focus sur ce qu'on a réalisé comme opération d'échantillonnage pour l'enquête sans domicile 2025. Donc c'est un papier qu'on a co-signé avec Emmanuel Gros, actuellement, toujours responsable de la division sondage de l'INSEE, depuis pour très longtemps. Olivier Guin, qui est désormais au ministère de l'Intérieur, mais qui, à l'époque du tirage de premier degré dont on va parler, était à la division sondage. D'abord, l'objectif de l'enquête sans domicile, quand même, c'est de mieux connaître une population qui, par nature, est compliquée à interroger, échappe aux enquêtes traditionnelles, puisque ne dispose pas d'un logement ordinaire. Alors, ce type d'opération d'enquête sans domicile, c'est né des recommandations d'un groupe de travail dans les années 90 du CNIS. Et l'objectif, c'est de dresser les caractéristiques de personnes sans abri ou sans domicile, en décrivant en particulier leurs conditions de vie ou leurs difficultés d'accès à un logement. Et l'objectif est également de pouvoir comparer cette population particulière à la population générale avec une représentativité au niveau national. Et donc l'enquête sans domicile 2025 est la 3e édition de l'enquête sans domicile après les éditions de 2001 et de 2012. Alors, sans domicile, une enquête particulière qui est réalisée par sondage indirect, puisque donc, je disais, par définition, la population n'a pas de résidence propre, et donc on ne peut pas la sélectionner directement. Et donc on va échantillonner, l'objectif ça va être d'échantillonner finalement les lieux que fréquente la population cible, pour ensuite y sélectionner les individus qu'on souhaite enquêter. Et donc cette enquête, le tirage de cette enquête, l'échantillonnage, a été réalisé à 3 degrés. D'abord une sélection de zones géographiques, donc on a en fait fait un tirage direct de 110 agglomérations de 5000 habitants ou plus. Et au sein de ces agglomérations, on a enquêté, procédé plutôt à un tirage dit de services jour. C'est-à-dire les services, ce sont les services qui sont proposés à la population cible, typiquement des services de restauration, d'hôtellerie ou d'accueil de jour, qu'on enquête un jour donné, et c'est ce qu'on appelle sinon une visite. Et ça va être le cœur de la communication. Et puis enfin, sur le terrain, au moment d'une visite, il y a un tirage d'individus pour effectivement passer les questionnaires. Alors, le premier degré, le tirage des agglomérations, donc je disais, ça a consisté à un tirage de 110 agglomérations de 5000 habitants ou plus, selon un plan de sondage à probabilité proportionnelle à la population municipale de 2020, avec un seuil d'exhaustivité pour les agglomérations de plus de 200 000 habitants, en forçant également des agglomérations particulières comme Dunkerque ou Calais, pour lesquelles on peut avoir des services atypiques. Bon, la lumière revient. Et ce tirage d'agglomération a été doublement équilibré, à la fois spatialement et à la fois sur des variables de fréquentation estimées, collectées dans les organismes publics ou parapublics. Donc la probabilité de sélection d'une agglomération, on la note pi-UU, ça nous servira ensuite pour les quelques formules qu'il y aura. Le deuxième degré de tirage, donc le tirage des services jours, donc c'est-à-dire les visites qu'on veut réaliser,
Pour le réaliser, d'abord, il a fallu constituer finalement une base de sondage qui n'existe pas. Et donc la première étape a consisté à dresser une liste de tous les services d'aide aux personnes dans les agglomérations présélectionnées. Donc cet inventaire, on va dire exhaustif ou quasi exhaustif d'environ 4000 structures a été réalisé donc par la maîtrise d'ouvrage de l'enquête, enfin c'est une comaîtrise d'ouvrage entre DRES et INSEE, donc qui en compilant des répertoires associatifs ou administratifs a permis de dresser une liste de 4000 structures qui ont toutes été enquêtées au printemps 2024 pour vérifier leur activité, connaître leur fréquentation, donc le nombre d'individus qui s'y rend, évidemment leur planning d'ouverture, et puis éventuellement de déterminer si elles avaient des spécificités quant à l'accueil de certains publics ou des prestations qu'elles proposaient. Donc cette enquête structure a plutôt bien fonctionné puisqu'il y a eu 93% de taux de réponse, et ça a permis donc de constituer une base de sondage de 340 000 à peu près services jour. Voilà. Alors, pour réaliser l'échantillonnage, il a fallu déterminer donc nos allocations de tirage, donc dans les différentes strates, qui étaient déterminées par les croisements des agglomérations, de grands types de services. Donc à l'origine, il y a 23 types de services qui étaient dans le champ de l'enquête. C'est 23 types de services, comme des accueils de jour, des différents types d'hébergement, de restauration, de maraudes également, et de lieux de vie informels, ont été agglomérés dans 7 grands types de services, donc qui constituent une des facettes de la stratification. Et puis, dernière facette de la stratification, c'était des niveaux de fréquentation de ces services. Alors, comment on a procédé pour calculer nos allocations? Eh bien, la première étape, ça a été de calculer les probabilités de sélection des services jours. Donc, ces probabilités de sélection de services jours, en fait, on l'a formulé de la façon suivante, c'est ni plus ni moins que l'allocation de la strate au final, pondérée par la fréquentation du service jour en question, sa fréquentation journalière moyenne, rapportée à l'ensemble de la fréquentation pour tous les services qui tombent dans la même strate. Donc maintenant qu'on avait une probabilité de sélection du service jour, ce qu'on voulait, c'était pousser le travail de formulation de la probabilité de sélection pour un questionnaire, puisque ce qui était visé, c'était une équipondération au niveau des questionnaires afin de ne pas trop différencier les poids des individus tirés in fine. Et donc pour faire ça, dans un service jour donné, la probabilité de sélection d'un questionnaire, c'est ni plus ni moins que le nombre de questionnaires qui sera passé sur la fréquentation journalière du service. Donc ça nous a permis de calculer donc cette probabilité de sélection des questionnaires, probabilité de sélection théorique comme étant le produit en fait des probabilités conditionnelles à chaque étape du tirage, donc la probabilité de sélection de l'agglomération, la probabilité de sélection du service jour, et in fine la probabilité de sélection du questionnaire dans le service jour donné. Je le disais, du coup, ce que l'on visait, c'était une équipondération, donc on passe finalement de la probabilité de sélection d'un questionnaire à son poids théorique par une simple inversion. Et donc, ce que l'on visait, c'était que ces poids théoriques soient tous égaux à une constante P0, à une nuance près que la maîtrise d'ouvrage a déterminé des coefficients de surreprésentation ou de sous-représentation qui étaient le produit de coefficients appliqués soit à certains types de services, soit à certaines zones géographiques. Donc au final, ce qui nous manquait, donc ces 3 inconnus, c'est d'une part le nombre de questionnaires qui sera réalisé au moment de la visite, les allocations elles-mêmes, et puis cette constante P0. En réalité, la constante P0, elle est directement déterminée dès lors que la taille d'échantillon est fixée, enfin, dès que la maîtrise d'ouvrage nous donne le budget finalement pour réaliser l'enquête. Et au final, comme le nombre de questionnaires qui sera effectivement réalisé sur le terrain, on ne l'avait pas au moment effectivement du tirage, ce qu'a proposé la maîtrise d'ouvrage, c'est de nous fournir une liste de nombre de questionnaires cibles par grand type de service. Voilà. Donc, avec tout ça, on a pu déterminer notre jolie formule de calcul d'allocation. Voilà. Donc, grâce notamment à la détermination de nombre de questionnaires cibles par type de service croisé avec la fréquentation moyenne de ces services. Et il nous fallait juste déterminer désormais la constante P0, celle qui nous visait, enfin, sur laquelle on visait l'équipondération des questionnaires au final. Et ça, on le détermine dès lors qu'on a le budget de l'enquête des 4007 visites qui nous étaient allouées
au final. Donc cette constante P0, elle vaut à peu près 1300. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, au final, on va avoir un taux de sondage global d'à peu près de 1 sur 1300. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc maintenant, en fait, on avait à disposition toutes les allocations de tirage des services jours dans toutes les strates. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la maîtrise d'ouvrage avait une autre exigence liée à des contraintes de terrain, c'est-à-dire celle de limiter à un nombre de cas de visite par service, voilà, pour pas trop saturer la demande auprès des services et éventuellement forcer un peu de la non-réponse. Du coup, à l'étape 1 des allocations, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vérifié dans chacune des strates un ratio, donc celui de l'allocation rapporté au nombre de services présents dans la strate, en vérifiant que ce ratio ne dépassait pas 4. Et si tel était le cas, eh bien, les strates dont le ratio allocation sur nombre de services dans la strate dépassait 4, elles étaient écartées et on forçait à 4 fois le nombre de services présents dans la strate comme étant l'allocation de la strate en question. Du coup, à l'étape 2, on avait un budget moindre, qui était les 4007 visites allouées initialement, moins en fait les 196 qu'on venait d'allouer, de forcer à l'étape 1. Et on a itéré comme ça, en recalculant du coup de nouvelles allocations et de nouvelles probabilités de sélection des services jours. Et à cette étape 3, du coup, on est arrivé à vérifier que la somme de probabilité de sélection des services jours ne dépassait pas elle-même 4, ce qui aurait du coup impliqué que théoriquement, pour un service donné, on redépassait 4 visites au moment du tirage. Donc là, on a eu à nouveau des services jours qu'il fallait écarter. Ça correspondait à 73 services écartés et qui couvraient 54 strates. Et donc, sur ces 54 strates, en fait, ce qu'on a fait, on a écarté l'ensemble des services qui posaient problème et on a alloué d'office 4 visites à chacun des services écartés. Et à cette étape-là, on s'est dit qu'on allait se calmer. Et du coup, on a quand même constaté qu'il y avait quelques services pour lesquels on dépassait encore cette contrainte de 4 visites, mais ça restait marginal. D'autant que plus tard, vous le verrez, il y avait la volonté de redilater les allocations pour une question de taux de chute, dont on va parler. Donc au final, à l'étape 5 du tirage, en fait, on se retrouve avec 2 bases de sondage en réalité. L'ensemble des services qui ne nous posent pas de problème, et puis tous les services en fait, qui forment le complémentaire de tous ceux qu'on a écartés, parce qu'on craignait de suréchantillonner chez eux, vis-à-vis de cette contrainte terrain de 4 visites au maximum pour un service donné. Du coup, je le disais, en fait, une fois qu'on a réussi à faire ça, ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, avant de faire le tirage définitif, il y a une opération de dilatation des allocations, parce que au moment d'une enquête test, a été constaté qu'il existait des chutes de questionnaires au niveau des services, c'est-à-dire que selon les grands types de services, on avait un peu de chute, c'est-à-dire de la non-réponse. Et donc, ce qui a été visé, c'était de dilater les allocations pour se prémunir du coup de cette attrition du nombre de questionnaires, du nombre de visites qu'on réaliserait in fine. Et donc, au final, on a tiré un échantillon global de 4920 visites, alors qu'on avait un budget de 4007 initialement, pour tenir compte de ces taux de chute, différenciés par type de service. En guise d'illustration, simplement, puisqu'on en est toujours on va entamer les travaux de redressement à l'issue de la collecte, qui s'est bien passée. On a une distribution ici des poids théoriques sur l'échantillon initial. L'échantillon initial, c'est-à-dire c'est l'échantillon qu'on tirait à partir des allocations initiales, c'est-à-dire non borné, avec cet objectif de borner à 4 visites par service et non dilaté par la suite. Ce qu'on voit, c'est qu'on a plutôt une distribution qui se centre autour d'une valeur moyenne qui vaut à peu près 1300. C'est celle, finalement, qui peu ou prou notre constante d'équipondération P0 de tout à l'heure. Et ce qui se passe, c'est que le fait d'avoir borné certaines allocations, puis ensuite les avoir dilatées, ça a amené 2 choses. D'abord, augmenter l'étendue des poids un petit peu, mais par ailleurs, quand même, l'opération de bornage a permis de resserrer l'écart interquartile autour d'une valeur moyenne qui a été abaissée, ou même d'une valeur médiane qui a été abaissée autour de 1000, passant de 1300 à 1000. Donc ça, c'est le constat sur les pondérations théoriques. Alors, c'est pas véritablement une conclusion ici, mais c'est plutôt ce qu'on envisage, du coup, comme la suite des travaux sur l'aval, puisque désormais, il y a les informations de collecte, la collecte étant terminée.
Et donc, ce qui va devoir se passer dans les prochains mois et pour le prochain semestre, puisque je crois qu'il y a un objectif de publication sur la fin 2026, mais la maîtrise d'ouvrage est là. Du coup, nous, en tout cas, on aimerait bien un côté redresseur, enfin un côté, disons, sondage sur les opérations de redressement, avoir fini d'ici l'été 2026. Il va falloir donc procéder à un recalcul des poids des questionnaires, puisque désormais, par rapport à la formule que je vous ai présentée tout à l'heure, on dispose non plus de quantité, de volume de questionnaires cibles demandés par visite, mais ceux effectivement réalisés d'une part, que d'autre part, la fréquentation moyenne journalière qui avait été utilisée pour le calcul des probabilités de sélection, on peut la remplacer désormais par une fréquentation qui a effectivement été constatée sur le terrain. Et puis ensuite, il va y avoir toute la phase de prise en compte des différents anomalies constatées au moment de la collecte, notamment de la fusion de services ou le changement de calendrier, soit d'ouverture des jours de visite, soit même le changement des jours eux-mêmes. Prendre en compte la non-réponse également, parce que il y a quand même eu des chutes, par exemple, de services pour différentes raisons, ou même de visites, d'impossibilité de faire certaines visites, soit parce que ça pouvait être simplement parce que l'enquêteur n'était pas disponible au moment où cette visite aurait dû être faite. Et puis, il y aura certainement un travail sur le partage des poids, parce que ici, je vous ai parlé de pondération à un niveau questionnaire, mais un des objectifs à la fin, c'est de quand même proposer des statistiques au niveau individu, et ces individus, évidemment, fréquentant potentiellement plusieurs services, plusieurs structures, il va falloir forcément mettre en œuvre une méthode de partage des poids pour prendre en compte le fait qu'ils peuvent être attrapés de différentes façons. Et puis enfin, il y aura l'éventualité d'un cache sur marge dont on rediscutera par la suite. Voilà, je vous remercie. Alors, merci beaucoup Julien. Donc maintenant c'est à vous de poser vos questions si vous le souhaitez. Pour les intervenants qui souhaitent répondre aux questions, merci de venir au pupitre pour les gens qui sont sur Zoom, pour qu'ils puissent vous entendre. Merci. Bonjour. Dans l'enquête sur les sans domicile, est-ce qu'il n'y a pas un risque de sélectionner plusieurs fois la même personne qui irait dans plusieurs services différents? Si, c'est ce que j'évoquais du coup, Yves, sur la fin, là, c'est que il y a cette possibilité-là. Donc, c'est ce que j'évoquais dans les travaux de l'aval avec certainement la mise en œuvre d'une méthode de partage de poids, parce que ces personnes sans domicile peuvent, pour une structure donnée, éventuellement d'ailleurs, fréquenter des services différents d'une structure, mais peuvent aussi tout à fait fréquenter plusieurs structures. Merci pour vos exposés. Est-ce qu'il y a des formes de coordination au niveau européen sur ce type d'enquête, de façon à pouvoir échanger sur les pratiques et éventuellement sur les restitutions, le type de restitution que vous faites, et l'accessibilité en données ouvertes sur les résultats de ces enquêtes? Alors, moi, en tout cas, je ne sais pas, mais Thomas, tu as peut-être une idée, toi? Alors, sur sans domicile, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'autres exemples européens. Il y a différentes autres méthodes pour évaluer le nombre de sans domicile et avoir des informations sur les profils. Mais la plupart du temps, c'est plus soit l'utilisation de données administratives, soit des enquêtes auprès des responsables de structures. Mais aller voir les personnes elles-mêmes, je crois que ça se fait assez peu, mais peut-être qu'on va inspirer d'autres instituts nationaux statistiques. Oui, merci pour vos présentations. Tout, en fait, passe par la médiation d'associations ou de structures pour la conduite du terrain et donc pour accéder aux personnes à enquêter. Et je voulais savoir, dans le cas de DRESS Autonomie en particulier, où vous avez eu affaire à différents types d'établissements, de structures de médiation, est-ce qu'il y avait des volets obligatoires dans certaines des enquêtes que vous avez menées? Et sinon, comment avez-vous négocié le terrain avec tous ces endroits?
Alors nous, on avait de la chance, c'est une enquête qui est de la statistique publique, donc elle était obligatoire sur presque tous les volets, sauf en détention. On a décidé de ne pas demander l'obligation de réponse au comité du label, parce que les personnes détenues ont suffisamment de contraintes comme ça pour que si en plus on leur dit et vous viendrez tel jour à telle heure répondre à une enquête, on savait qu'on les perdait. Du coup, on n'a pas eu de difficultés spécifiques voilà, à part en détention où là, en plus, on a commencé le terrain en avril. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en avril, c'est l'époque où les voitures des surveillants se faisaient attaquer sur les parkings des prisons. Donc là, il y a eu des gros enjeux de sécurité, de faire en sorte que les responsables d'établissement acceptent que les enquêteurs continuent à venir. Mais voilà, donc on avait moins de difficultés. Donc merci pour les présentations aussi. Moi j'ai une petite question justement sur l'obligation parce que il y a l'obligation pour les individus et puis du coup pour les structures, enfin pour les services qui accueillent, parce que nous on s'est posé le problème aussi pour son domicile. Est-ce qu'on pouvait faire un degré où, parce que pour nous l'obligation pour les individus c'était pas envisageable pour les personnes sans domicile, mais est-ce que les services par exemple on pouvait faire une obligation? On n'a pas fait finalement, on a fait pour la première phase enquête structure, bon c'était obligatoire. Mais là on n'a pas fait, mais justement, enfin comment du coup, parce que ça, une grosse partie des chutes pour nous, ça vient aussi de la structure qui accueille pas en fait. Voilà. Sinon j'ai une autre question pour la PJJ, mais parce que c'est vrai que pourquoi pas, enfin quand il y a des initiatives comme ça d'enquête, finalement comme il y a un service statistique ministériel à la justice, pourquoi est-ce que c'est pas lui qui prend en charge les enquêtes en fait de ce type, voilà, dans le. D'autant plus, c'est vrai qu'il y a la PJ, on sait qu'il y a, voilà, dans le niveau des éducateurs, tout ça, il y a encore plus que pour les sans-domicile, une réticence à ce qu'il y ait des données collectées par l'administration. Alors sur l'obligation de réponse, on est parti du principe que quand on avait l'obligation de réponse octroyée par le comité du label, ça entraînait l'obligation sur toute la chaîne, c'est-à-dire à la fois pour les établissements, mais aussi pour les personnes. Je suis pas certaine que les enquêteurs aient eu beaucoup à parler d'obligation de réponse pour les enquêtés, les personnes finalement enquêtées. Après, peut-être que pour les établissements un peu plus. Sur les prisons, on s'était posé la question de demander l'obligation pour pour que les responsables. Pardon, je vais recommencer. Dans les prisons, on n'a pas eu besoin d'avoir un questionnaire spécifique auprès des établissements, puisque c'était le ministère de la Justice qui nous faisait directement le tirage au sort des personnes incarcérées à aller interviewer. Mais par contre, il nous fallait l'accord express de la structure, du responsable de l'établissement pour pouvoir rentrer dans l'établissement. Et on s'était demandé si on demandait l'obligation de réponse pour les personnes détenues, mais quelque part pour les établissements, pour faciliter cet accès. Et on a renoncé parce qu'on nous avait dit qu'à partir du moment où la direction de l'administration pénitentiaire disait « ça c'est une enquête, c'est important, vous répondez », normalement c'est des structures qui respectent ce type d'ordre-là. Mais c'était malheureusement pour elle et pour nous, sans compter le fait qu'on est dans des situations des grosses difficultés de gestion de la vie carcérale, et donc elles ont eu plus de difficultés à répondre. Mais voilà, pour nous c'est toute la chaîne en fait. À partir du moment où on demande l'obligation, c'est vraiment pour tout le monde. Alors pour répondre pour la PJJ par rapport aux stats, on est sur les mêmes freins au niveau des contraintes RH et des compétences en interne, c'est qu'on était incapable de le faire en interne. Il nous fallait absolument un prestataire pour aller sur le terrain, pour essayer de capter, contrairement à la DAP, un public qui n'est pas du tout captif chez nous, à part dans les établissements où ils sont dans des structures fermées. Donc on a dû faire appel forcément à un prestataire de sondage. Après, c'est vrai que sur le pilote et la maîtrise d'ouvrage,
Là, on aurait pu se poser des questions, essayer peut-être de travailler directement avec un labo. Et c'est peut-être ça qui a été compliqué aussi pour nous de gérer ça au niveau de la direction, en plus de nos autres missions. Je vous propose de remercier encore nos intervenants et merci beaucoup.